Bonsoir à tous et bienvenue, c'est l'Info du Vrai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour 1h30 d'actualité en direct sur Canal+. Dès 19h20, l'Info du Vrai. L'événement est ce soir intitulé « Un virus, combien ça coûte ?» Demain, les soignants sont dans la rue pour réclamer un soutien financier et des emplois. Pendant ce temps, le déficit de la Sécu est repassé à 45 milliards d'euros. Et pour régler tout ça, de nombreuses voix à gauche veulent taxer les riches. Débat et analyse de nos spécialistes dans la seconde partie de l'émission. Mais tout de suite, l'Info du Vrai, l'actu intitulé ce soir « Macron, le président de la parole ». Emmanuel Macron a été interviewé ce soir à l'Élysée. On attend des annonces avec un possible couvre-feu. Encore faut-il qu'il soit respecté et avec lui l'autorité de l'État. Si le président prend la parole, c'est que celle de son nouveau Premier ministre ne suffit pas. L'occasion de revenir sur les nouveaux conseillers d'Emmanuel Macron et les questions de sécurité qui sont devenues elles aussi importantes, en tout cas aussi importantes que les questions sanitaires. Analyse de nos spécialistes dans un instant, mais tout de suite notre premier reportage. Il intervient presque toujours en milieu de mois. Cette année, 16 mars, 13 avril, 14 juin, 14 juillet et ce soir 14 octobre. Je vous laisse y réfléchir. Jérémy Normand. 14 juillet dernier. Sur la place de la Concorde, les héros en blouse blanche défilent sous les applaudissements du chef de l'État. Emmanuel Macron veut remercier ceux qui ont fait front dans la guerre sanitaire contre le virus. Il espère aussi tourner la page et reprendre la main sur la fin de son quinquennat. D'ailleurs, il vient tout juste de nommer un nouveau Premier ministre, Jean Castex, un haut fonctionnaire pour reprendre l'agenda des réformes. Même si le danger sanitaire n'est pas tout à fait écarté. Nous avons des signes que ça repart quand même un peu. Face à cela, nous devons prévenir et nous préparer. Donc voilà, le masque et on protège. Ça, c'est le premier pilier de la stratégie. Le deuxième, c'est les tests. On les a largement déployés. On doit être à près de 370 000 tests par semaine au moment où je vous parle. Depuis ce moment, le président a laissé la parole. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à Jean Castex, ainsi qu'au ministre de la Santé pour gérer l'arrivée de la deuxième vague. 7 mois plus tôt, l'épidémie commence à déferler sur la France. Très vite, les hôpitaux sont mis sous tension. Le président de la République se pose en protecteur de la nation. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. L'épidémie est hors de contrôle. 4 jours seulement après son allocution, Emmanuel Macron revient devant les Français. Ce qu'il s'apprête à leur dire va bouleverser leur mode de vie pendant plusieurs semaines. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Le président réformateur accuse le coup porté par le coronavirus. Le pays se barricade. Confinés chez eux, les Français suivent en direct à la télévision l'aggravation de la crise. Sur leurs écrans, Emmanuel Macron veut les accompagner. Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Ce soir, le président aura une autre priorité pour sa première interview télévisée depuis le 14 juillet. Prendre la mesure de la seconde vague épidémique qui frappe le pays et donner des perspectives aux Français.
Et avec nous ce soir pour commenter cette actualité, Philippe Moreau-Chevrolet, qui est spécialiste de communication politique. Vous présidez l'agence MCBG Conseil et vous enseignez à Sciences Po. Karl Meus est rédacteur en chef au Figaro Magazine. En une ce week-end, la contre-attaque de Pascal Bruckner. Arrêtons de nous excuser. Enfin, Jérôme Sainte-Marie est politologue et sondeur. Vous dirigez l'Institut Pollingvox. Votre livre Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme est réédité en poche chez Lexio. Le président reprend la main, mais peut-il être entendu, Philippe Moreau-Chevrolet? Ça dépend de ce qu'il va dire. Là, pour le coup, c'est pas le temps n'est pas à trouver le bon mot, c'est à trouver les bonnes mesures. Donc, s'il annonce uniquement, s'il fait uniquement de la rhétorique, s'il fait du Macron, c'est-à-dire évoquer les grandes heures du passé, faire un petit peu, vous savez, les livres d'histoire qu'on écoutait en primaire, ou voilà, ça passera pas du tout. Mais en revanche, s'il annonce des mesures un peu fortes, oui, parce qu'on aura le sentiment qu'il reprend la main. Et là, le gros problème qu'on a avec le sanitaire, c'est qu'on a le sentiment que l'exécutif n'avait pas du tout anticipé, qu'il n'a plus la maîtrise. S'il annonce un couvre-feu, il faut que ce couvre-feu soit respecté. J'ai envie de vous dire, l'annonce du couvre-feu, c'est pas facile, mais le couvre-feu qui ne serait pas respecté, et il y a un climat de rébellion sanitaire dans le pays aussi qui existe, ce serait particulièrement dramatique, non ? Oui, ce serait dramatique. Après, on a 68 millions de Français qui ont accepté de se confiner sans aucune coercition, oui, pratiquement, pour sauver leur système de santé. Donc il y a un accompagnement qu'il faudra faire des annonces. C'est tout ça, c'est l'enjeu de la communication du gouvernement, c'est expliquer aux Français pourquoi on fait ça. Là, le problème du gouvernement, c'est comme ils ont été dans le déni et de la première vague et de la deuxième vague, rétropédaler après pour venir expliquer combien c'est dangereux, combien la situation nécessite d'agir, c'est compliqué. C'est plus difficile que si on avait passé les mois d'été à organiser une communication, à prévenir, à dire, voilà. On va détailler tout ça. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a pire que le couvre-feu, c'est le couvre-feu pas respecté, en tout cas sur le plan politique, hein. Oui, alors tout va dépendre de la façon dont Emmanuel Macron explique et arrive à convaincre ce soir qu'il faut le respecter. La nécessité des mesures. En gros, si j'ai bien compris, ce qu'il va dire, c'est pensez aux autres et pensez à vous. Pensez aux autres, soyez altruistes, parce qu'en gros, les jeunes, quand vous sortez avec vos copains, vous buvez, c'est très bien. Mais dites-vous que quand le copain rentre chez lui, voit son père, sa mère, ses grands-parents, il peut leur transmettre le virus et eux, direct, c'est la réa. Et pensez à vous, parce qu'il y a des conséquences que l'on ne connaît pas encore du virus, oui, sur le long terme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu une forme assez soft du virus, mais qui se retrouvent après avec des conséquences physiques peut-être dramatiques. Donc, et des conséquences économiques, parce que évidemment, ceux qui font leurs études, qui préparent leur avenir, ils sont aussi directement concernés, hein. Voilà, donc le message à faire passer, c'est à ces catégories de gens, sans les ostraciser évidemment, de dire faites attention, pas que pour vous, mais aussi pour les autres. Ça veut dire qu'il parle aux jeunes ce soir quand même. Enfin, il parle à la nation, mais les mesures devraient cibler essentiellement la jeunesse française. Les mesures toucheront tout le monde par définition, parce que s'il y a un couvre-feu qui est annoncé, comme on peut le supposer, dans certaines métropoles, attention, ce qui est important, c'est que la deuxième vague ne ressemble pas à la première. La première, il fallait confiner tout le monde pour éviter de transmettre le virus à toutes ces parties de la France qui n'étaient pas touchées, puisqu'en gros, c'était Paris, l'Île-de-France et le Grand Est. Là, le virus est partout. D'où d'ailleurs, a priori, le fait qu'il ne devrait pas y avoir d'annonce sur la non-circulation. On pourra quand même circuler d'une ville à une autre, puisque de toute façon, le virus est déjà là. En revanche, il faut éviter de contaminer les autres personnes. Et là, c'est ça, les mesures importantes, c'est le couvre-feu. Mais il y a une autre mesure qui est cette fois-ci, qui est difficile à prendre de manière obligatoire, qui est ce qu'on appelle la jauge des invités que vous pouvez avoir chez vous. Oui. Si vous aviez prévu de faire un dîner ce week-end chez vous, je me tends vous dire que ça serait plus raisonnable de ne pas le faire, ou en tout cas pas au-delà d'un chiffre que Macron devrait nous dire. On sait qu'il y a des pays à Birmingham ou à Bruxelles, dans des villes comme ça, c'est entre 0 et 10. Alors, est-ce que le gouvernement décidera 5, 6 personnes? Vous voyez, c'est le maximum qu'on pourra avoir chez soi. J'insiste, annoncer des mesures de ce type, c'est très bien. Encore faut-il pouvoir les faire respecter. Alors, on ne va pas envoyer les flics chez les Français. Enfin, il y a un problème. Je pense au Canada, Yves, ils le font. Au Canada, ils envoient la police chez vous vérifier le nombre de Covid. Absolument. Et je précise à nos téléspectateurs qui ne le savent pas que l'amende pour non-port du masque est de 1 000 € en Italie, 1 000 € en Italie, et de 5 000 € en Allemagne. Oui, mais 5 000 € en Allemagne. Alors, je lis ça depuis le début à la question de l'autorité de l'État et la capacité à être écouté. Oui, mais comme l'a justement remarqué tout à l'heure Philippe Moreau-Chevrolet, les Français, pour l'essentiel, ont consenti
au confinement, avec toutes les conséquences psychologiques, sociales, financières éventuelles. Alors pour certains, c'était très bien, mais enfin pour beaucoup, c'était quand même assez ennuyeux. Bien sûr. Et donc, tout ça, ils ont consenti. Donc, on n'a pas eu besoin justement d'envoyer un policier derrière chaque Français. Et ça ne peut. Et cette mesure, qui va être une mesure finalement peut-être presque plus difficile à faire respecter qu'un confinement général. Oui. Confinement général, la règle est très contraignante, mais très simple. Là, inversement, ça sera à une certaine heure. Or, il y a des gens qui vont rentrer du travail, des gens, donc ça sera beaucoup plus compliqué, en fait, parce que l'activité, pour l'essentiel, va continuer durant la journée, et il y aura des gens qui seront empêchés, et donc ils vont devoir dire, mais non, monsieur l'agent, etc. Donc, c'est pas évident à faire respecter pour les forces de l'ordre, et donc il faut que ce soit accepté par l'opinion. Il y a des éléments qui vont dans les deux sens, à vrai dire. 69% des Français aujourd'hui ont peur du Covid-19, enfin ont peur pour eux-mêmes et pour leurs proches. Donc ça reste présent. La crainte, si vous voulez, n'a pas disparu. Elle avait baissé au mois de juin, elle est remontée progressivement. Donc l'urgence sanitaire est véritablement perçue. Le port du masque... selon vous. Et comprise, selon vous? Me semble-t-il. Oui. Le port du masque était approuvé, sauf qu'il y a deux problèmes. D'une part, on a toujours fait accepter une contrainte par la menace d'une contrainte supérieure. Oui. Par exemple, le port du masque, c'était précisément pour éviter des mesures coercitives comme celles qu'on va prendre. Donc là, les gens vont se dire, mais ça ne sert plus tellement à grand-chose. Et là, surtout si les gens se disent, on nous impose ça maintenant, mais peut-être que dans une semaine, 2 semaines, ce sera un confinement total. Oui. Donc là, déjà, ça peut altérer, si vous voulez, l'acceptation des mesures qui sont prises. L'autre problème, c'est peut-être ce qu'il y a de pire, c'est qu'il y a eu une forme de soulagement durant l'été. Ah oui. On a dit, bon, c'est bien, on a été disciplinés, on est plutôt fiers de nous, globalement, l'État aussi, Emmanuel Macron et son gouvernement nous ont aidés financièrement, ça a beaucoup joué dans la remontée de la cote du président de la République, ça va mieux. Et puis patatras, ça va pas si mieux que ça, en fait, ça va même moins bien. Et là, c'est le régime yo-yo. On a perdu 10 kilos, oui, mais on les a vite repris. Mais historiquement, c'est dans ces moments-là, si vous voulez, quand on sort d'une crise, et qu'en fait ça ne s'arrange pas et que la crise recommence, qu'il y a des mouvements, il peut y avoir des mouvements de protestation et donc des phénomènes de rébellion par rapport à l'autorité. Sincèrement, pour l'instant, j'y crois pas trop. Il y a deux courbes en fait qui peuvent se compenser. Il y a la courbe de la crainte du Covid qui monte effectivement, et en parallèle, on voit descendre la courbe de la confiance dans le gouvernement de contrôler la crise sanitaire. Donc la question, c'est est-ce que les deux courbes vont se compenser? Est-ce qu'on va avoir suffisamment peur pour laisser le gouvernement travailler, ou est-ce que on va avoir des mauvaises réactions au fait qu'on n'a plus du tout confiance, on n'a plus vraiment confiance dans l'action du gouvernement? Attention, parce que là aussi, j'ai eu des chiffres effectivement très préoccupants par rapport au sentiment d'efficacité. Soit un tiers, grosso modo, des Français 37%. Jugent que voilà que je crois que c'est même tombé à 35, mais que jugent que le gouvernement mène une politique efficace contre le Covid. Mais il y a deux choses dans ces réponses. Il y a le sentiment porté par rapport à l'action du gouvernement, mais il y a aussi le sentiment par rapport à la gravité du Covid-19. Les gens se disent, c'est décidément plus grave qu'on ne le pensait. C'est pour ça que, bon, pour l'instant, ces données ne sont pas décisives. Il y a plusieurs éléments qui vont aider Emmanuel Macron. D'abord, c'est une deuxième vague européenne. Oui. Angela Merkel, ce matin, a décidé, en accord avec les Länder, de prendre des mesures plus restrictives. Elle est générale, oui. Voilà. Barcelone... La réponse à la deuxième vague, elle est générale. Oui. Mais du coup, voilà, c'est pas juste les Français qui sont mauvais dans cette histoire. C'est une autre question, mais il y a ça. Deuxième élément, le gouvernement, apparemment, s'appuie sur des études qui montrent que les Français réclament, dans une énorme majorité, des mesures simples, claires, on va voir si c'est le cas, mais surtout fermes. Il y a une demande là d'autorité qui répondra peut-être à votre question. C'est pour ça que je vous parle depuis le début de l'autorité de l'État, parce que je pense que c'est pas ça. Vous l'avez remarqué, je pense tout à fait clairement. Mais le respect de ce qui va être annoncé est quand même quelque chose d'essentiel. Pardon. Je pense que le critère est très simple. C'est est-ce que cet effort va être demandé à toute la population? C'est-à-dire grosso modo, ce que les gens ne peuvent pas supporter. Ça, non, mais je parle pas des soignants, etc. Mais si effectivement on tolère, c'est territorialisé de toute façon. Oui, mais c'est dans les territoires qui sont concernés. Voilà. Si les gens ont le sentiment que tout le monde finalement est surveillé et puni éventuellement de manière équitable, ça ira. Si jamais ils ont le sentiment que les gens sages, grosso modo les gens tranquilles, sont très surveillés et que les gens qui ne veulent pas être tranquilles ne le sont pas, là ça peut être politiquement explosif. Je vous laisse reprendre, pardon. Voilà, non mais ça rejoint... non, vous avez raison, c'est le consentement à l'autorité. Il y a une crainte à l'Élysée, Emmanuel Macron dit souvent, attention à l'exigence d'égalitarisme chez les Français. Et ça rejoint exactement ce que vous dites. Et le troisième élément, c'est évidemment Emmanuel Macron doit convaincre qu'on est dans le moment où le comportement des gens peut changer la trajectoire. Oui. C'est-à-dire, s'il arrive à les convaincre que voilà, c'est encore un mauvais moment à passer de quelques semaines, 5-6 semaines, parce que si on ne le fait pas, on va reconfiner localement, il peut arriver à les convaincre. Ça amène à la question du pouvoir de la parole et du pouvoir de la
parole présidentielle. C'est le titre de l'émission ce soir. Macron, le président de la parole. Alors, personne ne doute qu'il est très bon pour prendre la parole. C'est pas toujours suivi des faits. Et au sein de ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire dans la perception qu'en ont les Français, et dans les mesures éventuellement annoncées. Qu'est-ce que vous avez un petit conseil à lui donner? Oui, il a été satellisé dans le débat sanitaire parce qu'il s'est lui-même placé en dehors de la réalité. Oui, ça fait 3 mois qu'il ne nous a pas parlé. Oui, mais il parle, et quand il parle d'autre chose. Donc il va nous parler de l'avenir, des jours heureux, il va nous parler de la guerre, de la Grande Guerre, de Clémenceau. Le seul qui a... En fait, il y a un très bon papier de Françoise Fressos cette semaine dans Le Monde qui parle d'une substitution du Premier ministre au président. C'est-à-dire que Édouard Philippe est devenu à une période plus rassurant que le président, parce qu'Édouard Philippe parlait de la réalité, du quotidien, etc., notamment dans des chaînes comme ici, dans des chaînes d'infos. Donc il était vraiment très présent. Et Macron, lui, il a été complètement en dehors de tout ça. Donc il faut qu'il revienne dans la réalité, qu'il nous dise que pour lui c'est important, que c'est une épidémie, que c'est une vraie crise, et que c'est pas juste une péripétie de son mandat. C'est pas juste un incident qu'on va dépasser de toute façon. Ça revient à dramatiser ce que vous êtes en train de dire. Oui, il faut qu'il dramatise, mais c'est surtout qu'il faut qu'il nous montre que pour lui, c'est important. Et moi, je suis pas convaincu, je ne suis toujours pas convaincu, j'attends de voir ce soir, que pour lui, c'est vraiment important ce qui est en train de se passer. C'est intéressant ce que vous me dites. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin? C'est-à-dire que vous pensez qu'il juge ça, je ne peux pas me permettre de dire secondaire, mais enfin, on a vu quand même la tonalité de ses interventions jusqu'ici. Il l'a dramatisé. Il a joué quand il le fallait. Oui, mais il dramatise pas de la bonne façon. Enfin, il dramatise en disant on a une guerre à mener. On est en guerre contre un ennemi. Il est dans l'héroïsme, si vous voulez. Mais c'est pas lui le héros en l'occurrence. Ce sont les médecins les héros. Et en fait, la vraie raison pour laquelle on confine, c'est pour eux, c'est pour le système de soins. Absolument. Sinon, on n'en aura plus. Et le fait de ne pas avoir l'impression de donner de l'importance à ça, mais d'être dans un combat abstrait, c'est-à-dire se battre contre un ennemi qui n'existe pas, ne pas se coltiner avec la réalité, au fond, c'est ce qui peut le tuer. Regardez Donald Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, 3 personnes qui ont nié la réalité de l'épidémie, ça leur est revenu en pleine face. Et aujourd'hui, ils perdent des points. Ils peuvent perdre aussi leur élection à cause de ça. Il faut qu'ils nous donnent l'impression de se battre, mais se battre concrètement, pas juste dans sa tête. Alors parlons-en justement de la parole présidentielle. Les choses ont bougé à l'Élysée. Il y a eu des mouvements. Alors qui conseille vraiment le chef de l'État et surtout avec quels objectifs? Alexandre Guetta. Reconfinement, couvre-feu, bulle sanitaire. Avant de prendre des décisions lourdes de conséquences pour une majorité de Français, c'est ici, derrière ces fenêtres, au sein du palais présidentiel, qu'Emmanuel Macron écoute ses conseillers. À commencer par Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée et haut fonctionnaire d'expérience. Il est même surnommé le 2e cerveau d'Emmanuel Macron par de nombreux observateurs du château. Au même titre que les ministres les plus concernés par la crise, comme Jean Castex ou Olivier Véran, Alexis Kohler est omniprésent en coulisses pour aider le président à prendre des décisions parfois difficiles. Des décisions guidées depuis le début de la crise par le conseil scientifique de l'Élysée créé en mars dernier. Infectiologues, virologues, épidémiologistes. Autour du président, une armée de chercheurs qui suivent en temps réel l'avancée de l'épidémie et conseillent l'exécutif sur d'éventuelles mesures. À la tête de ce conseil scientifique, François Delfrécy, professeur d'immunologie, qui se définit lui-même comme un lanceur d'alerte. On a un rôle difficile. C'est pas moi, c'est le conseil scientifique qui a un rôle difficile, qui a un rôle à trouver de conseil. Nous ne prenons qu'une décision, mais aussi de signaux d'alerte. Si nous n'alertons pas sur le fait que, par exemple, la montée du nombre de contaminations, c'est quelque chose qui n'est pas linéaire, mais qui est exponentiel, qu'on a des signaux qui montrent qu'un certain nombre de lits de réanimation peuvent être dans une position difficile au mois d'octobre. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire ? Des décisions sanitaires qui ont un impact politique, économique et social. Sur ces questions, le président peut toujours compter sur l'oreille et les conseils de François Bayrou, nouveau haut-commissaire au plan, mais aussi de son fidèle allié politique Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, avec qui il échange encore régulièrement. Depuis hier, le président peut aussi se fier au rapport du professeur suisse Didier Pittet, chargé d'analyser la réaction du gouvernement jusque-là face à cette crise sanitaire.
La France est plutôt dans une situation intermédiaire, en particulier par exemple pour finalement le résultat principal que nous avons regardé et comparé aujourd'hui, c'est la mortalité liée au Covid, où elle est intermédiaire, elle se classe bien mieux que l'Italie, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Bien entendu, beaucoup mieux que la Suède, et on ne parle pas des États-Unis qui est vraiment le mauvais élève. Après un conseil de défense hier et un conseil des ministres ce matin, l'état d'urgence sanitaire a été une nouvelle fois décrété. Il débutera ce vendredi à minuit. Alors, j'ajoute quelque chose à l'intervention du bon professeur de suisse Didier Pittet, c'est qu'il nous dit qu'on est plutôt techniquement bon pour la maîtrise du coronavirus, mais qu'on est nul en com. Comme on ne l'entendait pas là dans cette partie de l'interview, la com, c'est aussi la parole présidentielle. Oui, alors c'est aussi le rôle qui devrait être celui du service d'information du gouvernement, ce qu'on appelle le SIG. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'aient pas fait de campagne pour le port du masque, pour expliquer comment ne pas se contaminer dans des endroits clos, pour aérer, etc. Il y a 3 ou 4 mois qui ont été complètement perdus, alors qu'on aurait dû matraquer. Et pendant le confinement, les écrans de télé étaient vides parce qu'il n'y avait plus d'annonceurs. On aurait pu mettre des clips publics, on aurait pu faire de la prévention. Oui. On a uniquement droit à « Vous allez tuer grand-mère », ce clip anxiogène qu'on voit. Ce qui est vrai, mais ça aide pas les gens à se protéger. La communication, ça peut vous donner une arme pour vous protéger. Si je vous dis qu'il faut aérer une salle de classe toutes les 3 minutes comme en Allemagne, c'est une information intéressante. Absolument. En tout cas, c'est du concret. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ce soir et comment il doit s'y prendre? Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit simple, ce qu'attendent les Français, assez précis. A priori, c'est ce qu'il devrait faire, rentrer dans le concret. Il avait 2 possibilités. Soit il faisait une allocution solennelle, soit c'était l'interview. L'Élysée a opté pour l'interview justement parce qu'elle permettait ce concret, parce que les journalistes vont l'interroger précisément. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs qu'on va parler d'autre chose, à mon avis, que du coronavirus ce soir. Mais on y reviendra dans un instant. Tout à fait, parce que l'idée c'est la gravité de la situation. Ce qui va être dit, c'est qu'il va falloir vivre avec le virus jusqu'à l'été. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte encore aujourd'hui. Tout le monde pensait après cet été que tout ça se terminerait peut-être. Il y a même des éminents professeurs qui disaient il n'y aura pas de deuxième vague. On est dedans, donc il va dire que c'est une deuxième vague européenne, ça ne touche pas que la France, et qu'il va falloir vivre avec cet été. Ce qui ne veut pas dire que les mesures qui seront annoncées ce soir seront en vigueur jusqu'à l'été. On le sait, il y a demain une conférence de presse du Premier ministre avec Olivier Véran, avec d'autres ministres qui vont préciser toutes les mesures et notamment leur durée. Mais on voit bien que ce que veut éviter Emmanuel Macron, c'est le reconfinement. Le reconfinement général, parce que ça a un coût. Ça a un coût social, ça a un coût économique et ça a un coût psychologique. On voit bien ça augmente la pauvreté chez beaucoup de gens. Pardonnez-moi, surtout il est clair qu'ils ont totalement exclu l'idée d'un reconfinement total. L'idée du reconfinement général est totalement exclue. Voilà. L'idée que localement, il peut y avoir des reconfinements n'est pas exclue. Bien sûr. Peut-être sera annoncé ce soir, je ne sais pas s'ils vont jusque-là, parce que déjà, annoncer un couvre-feu, annoncer une jauge d'invités chez vous, c'est quand même déjà assez dur. Uniquement dans les zones dites en alerte maximale, c'est-à-dire la région Île-de-France, la région lilloise et Aix-Marseille. Mais peut-être brandira-t-il la menace de reconfinement locaux. Oui, là, on touche un peu aux avantages, mais aussi aux limites de notre régime, si vous voulez, avec cette communication et ces décisions. On est dans une crise qui va être longue. Les mesures vont être assez difficiles et tout ne peut pas reposer sur la parole présidentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas donner aux Français l'impression que il y a un conseil scientifique, que les gens qui se réunit à huis clos, c'est bien normal, et puis il y a un président de la République qui prend ses décisions de manière responsable, voilà. Mais c'est un peu court, si vous voulez. Pour que justement, parce que l'enjeu n'est pas de savoir si le président de la République va bien s'en sortir ou pas bien s'en sortir, ça va le rendre plus populaire ou moins populaire. Le problème est de savoir s'il réussit à maintenir la cohésion de la nation autour des décisions nécessaires. Absolument. Et donc pour cela, je crois, alors je ne suis pas un spécialiste de la communication présidentielle, mais tout de même, il me semble déjà que par rapport à d'autres interventions qu'il a pu faire, alors il est contraint par le cadre journalistique, mais malgré tout, il faut qu'il soit assez concis.
Parce que parfois, certains de ses développements, justement, où il finit par parler davantage de lui-même, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne que de son sujet, ça devient un tout petit peu difficile, ou en tout cas, il parle de lui face au sujet dont ça devient assez vertigineux. S'il peut éviter l'autocentrisme et le blabla, ça sera pas mal. Construction en abîme. Par ailleurs, s'il peut aussi avoir une part d'humilité, ça me paraît très important, et éviter, mais ça, il a su le faire, ce que parfois, certains de ses porte-paroles, on s'en souvient, avaient fait, c'est-à-dire une forme de culpabilisation de la population. Oui. C'est donc pour pouvoir entraîner les autres, il faut bien sûr indiquer qu'on prend sa part de responsabilité, sa part d'échec, et puis également qu'on considère l'immensité de l'effort qui est demandé. Donc, pour répondre à Jérôme Sainte-Marie, il va effectivement dire que normalement le sanitaire n'écrase pas tout. Alors il le dira évidemment pas comme ça. C'est qu'il ne veut surtout pas rester immobile, donner l'impression que le virus va tout congeler jusqu'à l'été, comme je le disais. Donc l'idée, c'est de prendre des mesures économiques. On sait déjà qu'il va y avoir un projet de loi de finances rectificatif, le 4e depuis le début de la crise. Dont nous parlerons dans la seconde partie de l'émission tout à l'heure. Voilà, on laisse ça à nos autres experts. Absolument. Et l'idée aussi, alors, qu'il va devoir faire passer, ça va pas être simple, mais en même temps, on sait qu'il est habitué de l'équilibre. C'était à la fois de dire l'heure est grave, il faut prendre des mesures, et en même temps de dire on va continuer à réformer le pays et à faire des choses. Parce qu'il faut qu'il se projette. Voilà, l'idée, c'est de donner des caps, un cap de court terme, couvre-feu, jauge, confinement possible, un cap de moyen terme, jusqu'à l'été, on va vivre avec et on va le faire, moyen terme, et un cap de long terme, parce que malgré tout, lui, il a un autre horizon qui est quand même 2022. Oui, qui est 2022. Bon. Oui, puis il y a des élections, on est dans un cycle électoral. Donc la complexité pour lui, c'est les régionales, les présidentielles. En théorie, il devrait être en campagne à fond pour sa réélection et pour l'élection de peut-être du ou des candidats qui peuvent prétendre emporter une régionale. Donc c'est quelque chose qui est compliqué pour lui quand même. Parce s'il annonce que des mauvaises nouvelles et s'il est dans le négatif, il va vraiment se mettre un boulet pour sa réélection, c'est certain. Et en même temps, s'il ne gère pas le sanitaire, il va aussi se mettre un boulet pour sa réélection. Il est un peu comme tous les Français, il n'y a que des mauvaises décisions en ce moment à prendre pour lui, donc il faut qu'il arbitre entre moins mauvais ou moins mauvais. Mais il n'y a pas de bonne décision. Il n'y en a plus en tout cas. Deux remarques, puisqu'on évoquait dans notre reportage les nouveaux conseillers, l'entourage, etc. Bon, on sait qu'il est très autonome, hein, cet homme, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça a un peu bougé, est-ce que vous trouvez que ça a changé quoi que ce soit? Vous avez fait remarquer quelque chose de très important tout à l'heure, c'est qu'avant il y avait Édouard Philippe, et la voix portée par le Premier ministre Jean Castex, pour l'instant, n'a pas la même autorité. Alors, en ce moment, tout le monde lui tombe dessus, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu facile, mais en même temps, bon, alors on a tendance à dire il n'imprime pas. Est-ce que c'est aussi grave que ça? Ah oui, on a un phénomène d'opinion qui est quand même assez préoccupant pour le Premier ministre. Il y a un sondage Ipsos, je crois, qui est sorti aujourd'hui. Il est désormais uniquement à 35% d'opinion favorable contre 49% d'opinion défavorable. Il a gagné, si j'ose dire, 22 points d'opinion défavorable depuis juillet. Mais vous nous dites quoi, que c'est un boulet? Et que par ailleurs, là où c'est plus préoccupant politiquement, puisqu'on va parler un tout petit peu politique, oui, effectivement, pour le président de la République et pour 2022, c'est que là où l'image du Premier ministre se dégrade le plus, c'est parmi les sympathisants des Républicains. C'est à droite. Et en même temps, sa famille politique. Dernier phénomène aggravant, pendant ce temps-là, l'image d'Édouard Philippe, son prédécesseur, flambe dans l'opinion. Et notamment flambe à droite. Donc c'est véritablement ce casting, si vous voulez, cette nomination avait été assez bien perçue au départ, d'autant plus que c'est quelqu'un qui est associé au déconfinement et à l'idée que le déconfinement avait été plutôt une réussite. Désormais que les choses se dégradent, le fait d'être associé au déconfinement n'est plus exactement l'atout qu'il était lors de sa nomination. Donc ça devient effectivement quelqu'un qui, un boulet, on ne peut pas dire ça comme ça, de quelqu'un qui vient d'arriver, etc. Ça serait, j'allais vous dire, c'est un peu injuste, péjoratif, mais c'est quelqu'un en tout cas qui ne protège pas le président de la République et qui aujourd'hui l'oblige à monter au premier plan. Karl Meus, je trouve qu'on ne regarde pas Jean Castex avec les bonnes lunettes. C'est-à-dire qu'évidemment on les regarde avec les lunettes de l'opinion et avec les lunettes de la Ve République où le Premier ministre est censé à un moment avoir une ambition, c'est dégager le président de la République et donc, prendre sa place. Je sors mon monocle. Voilà. Changeons de lunettes. Éventuellement. Changeons d'optique. Oui. Pourquoi Jean Castex était là? Il était là pour servir, entre autres, de bouclier au président de la République. Alors, évidemment, en période très grave, le président de la République revient sur le devant de la scène, ce qui se passe aujourd'hui. Mais au fond, il a quand même servi un peu son rôle de bouclier. Vous vous souvenez, au moment des annonces sur Marseille, sur l'ex-Marseille, quand le gouvernement explique que les bars, les restaurants vont fermer, qui est la cible de Madame Rubirola, de Monsieur Muselier, c'est pas le président de la République, c'est Jean Castex. Oui, mais vous pouvez pas me dire que quand même sa réussite, c'est de prendre sur lui tout ce qui ne va pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, parce qu'il que y a des limites à tout. Pendant 3 ans,
on l'a oublié, parce qu'on parle d'Édouard Philippe sur une période quand même de mars à juillet, quand il devient plus populaire que le président et que tout le monde l'adore. Mais enfin, avant les 100 premiers jours d'Édouard Philippe, excusez-moi, personne ne le connaissait. C'était pareil. On est bien d'accord. Et la situation économique et sociale et politique du pays était quand même légèrement différente de celle que subit Jean Castex. Mais bon, toute chose mise par ailleurs, égale par ailleurs, Jean Castex n'a pas d'agenda personnel. Et c'est ça qui était le plus important pour le président de la République. On entend dire maintenant à l'Élysée qu'Édouard Philippe avait quand même un petit agenda personnel qui pouvait perturber les choses. Là, ils sont assez contents. Et en plus, il fait vivre le gouvernement. Vous avez des poids lourds au gouvernement qu'il n'y avait pas avant. Dupond-Moretti est quelqu'un qui existe par lui-même. C'était pas le cas de Madame Belloubet à la justice. Ça peut être le problème. Gérald Darmanin. Alors, on est sur une ligne de crête, c'est-à-dire que très facilement, ça peut déraper. Mais pour l'instant, ça joue son rôle. Un dernier mot là-dessus, puis on va revenir d'une façon ou d'une autre à Gérald Darmanin parce qu'il faut parler des questions de sécurité. Oui, Castex, le problème, c'est qu'on n'a pas expliqué pourquoi on remplaçait Édouard Philippe par Jean Castex. Donc c'est passé pour une opération un peu marketing sur le long terme. Il aurait fallu l'expliquer, la vendre à l'opinion. Il aurait fallu que Macron nous dise, voilà, j'en ai marre d'Édouard Philippe, je m'entends pas avec lui, j'en sais rien, quelque chose. Et je prends lui parce qu'il est plus proche des territoires et que ça me semble mieux. Enfin, j'en sais rien. Il aurait fallu donner une clé. Comme on n'a pas donné de clé, c'est devenu effectivement le choix du prince. Et ils se sont dit, bon, Édouard Philippe était trop bien, il a fallu l'enlever. Et du coup, maintenant, il est hyper populaire. Et s'il a un agenda personnel, honnêtement, il a un boulevard, quoi. Enfin, je suis désolé, mais quand on vous écoute, on se dit que tout simplement, le président de la République, il faut qu'il monte au front. Et puis voilà, il est seul une fois pour toutes. C'est sa réélection qui est en jeu. S'il veut y aller, c'est maintenant qu'il doit le montrer. Hein. Oui, c'est ce virus, voilà, il cristallise quelque chose qui est qu'il est incontournable. Donc on peut essayer de tourner autour comme l'a fait le chef de l'État, passer au-dessus. Il a tout tenté comme stratégie. Là, il est obligé de le regarder en face. Et c'est aussi important pour lui parce que c'est là qu'on va voir si c'est un homme d'État, un grand homme d'État, capable de dominer la situation, comme aurait dit De Gaulle, ou s'il ne va pas y arriver. Et c'est l'heure de vérité pour lui, c'est ce soir, vraiment. Je l'évoquais il y a quelques instants. On imagine mal que les questions de sécurité ne soient pas abordées ce soir dans cette intervention du président de la République, qui est une interview, je vous le rappelle. En tout cas, demain, Emmanuel Macron, lui, reçoit les syndicats de police. Arthur Lindon. C'est une rue bien connue de la brigade anticriminalité de l'Essonne, tristement réputée pour ses nombreux cambriolages. Hier soir, vers 1h30 du matin, une patrouille repère 4 personnes dans et autour d'une voiture, mais le contrôle tourne mal. Quand ils arrivent, ils mettent pied à terre parce qu'il y a un véhicule qui est occupé et ils veulent le contrôler. Et là, l'individu fonce délibérément pour tuer un de nos collègues. Le brigadier de 40 ans a dû être placé dans le coma. Il souffre d'un important traumatisme crânien. Une série noire pour les policiers. À Herblay, il y a une semaine, 2 agents ont déjà été victimes d'une tentative d'homicide. L'un d'eux a toujours son pronostic vital engagé. Et samedi dernier, c'est un commissariat de Champigny-sur-Marne qui est visé par des tirs de mortier d'artifice. Excédés, les policiers descendent dans la rue. Ils se sentent comme des cibles à abattre. Aujourd'hui, on est nombreux, on est fatigués. La haine anti-flic, c'est juste un truc qui n'est pas concevable pour l'Alliance Police Nationale. Donc on va se battre, on va continuer à le faire. Selon les syndicats, 18 policiers sont blessés chaque jour. Ils ont la boule au ventre, sauf qu'on est dans un corps de métier où il y a énormément de fierté. On n'ose pas dire qu'on a peur. Mais on le sait, tout le monde a peur. C'est pas anodin quand vous vous faites attaquer par une quarantaine, une cinquantaine de tirs de mortier. C'est un rassemblement de dignité aussi pour montrer que les flics sont quand même debout malgré tout et qu'ils seront là demain, ils seront là ce soir, ils seront là cet après-midi et ils seront là encore pour faire leur boulot. Mais par contre, pour le faire, ils attendent forcément des choses et ils attendent de la protection. Et on attend des politiques à ce qu'il y ait des choses concrètes qui soient faites en termes justement de protection, mais aussi de politique pénale. Gérald Darmanin se déplace à chaque incident grave contre les policiers pour les soutenir et les rassurer. Les policiers, c'est la République, et la République, c'est les policiers. Lors de la présentation des chiffres mensuels de la délinquance, le ministre de l'Intérieur a souligné l'efficacité des services de sécurité, notamment contre le trafic de drogue. Plus de 200 opérations depuis 3 mois de reconquête de ces quartiers. Et sur l'ensemble du travail qui a été fait sur ces opérations spécifiques, il y a 831 gardes à vue, 2 tonnes 100 de cannabis qui ont été saisies,
44 kilos d'héroïne, 644 kilos de cocaïne, plus d'1 million d'avoirs saisis en numéraire et 136 armes à feu. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Dans la foulée de cette conférence de presse, il a annoncé aux syndicats une hausse du budget de 325 millions d'euros, le recrutement de 1500 agents l'an prochain et le renouvellement d'un véhicule sur 4. Après Gérald Darmanin, c'est au tour d'Emmanuel Macron de rencontrer les représentants des policiers. Ce sera demain matin au Palais de l'Élysée. Il me vient une idée, il leur doit peut-être en partie son maintien au pouvoir, après ce qu'on a connu pendant la crise des Gilets jaunes à nos policiers. Je veux dire, est-ce que le président de la République n'a pas une forme de dette avec sa police républicaine? Je sais pas, répond qui veut. Oui, il a une forme de dette au sens où les policiers sont tout aussi fatigués que les soignants, c'est-à-dire qu'ils sont épuisés déjà par 10 années de vigipirate. On a rajouté en plus des conflits extrêmement durs avec les Gilets jaunes pendant 30 semaines d'affilée, ça a été extrêmement long, et avec une incapacité de la place Beauvau, à l'époque c'était Castaner, à gérer le problème. Bon, il a été parachuté en pleine crise, Castaner, mais ils y sont pas arrivés, quoi. Donc on a perdu une forme de tradition d'ordre public qu'on avait en France et qu'on exportait même à l'étranger. Donc oui, il faut qu'il reconstruise en réalité une relation avec la police, et il faut qu'il reconstruise une police aussi. Il y a un problème structurel. Oui, le malaise des policiers ne date pas de cette semaine, bien entendu. Et on se souvient que juste avant le confinement, il y avait eu, comme ils ne peuvent pas, mais véritablement, enfin, une espèce de rassemblement sauvage, si j'ose dire, des policiers qui se regroupaient pendant quelques minutes avec leurs véhicules. Il y avait une assez importante manifestation de la police aussi, à peu près 1 an, en République. Donc il y avait des revendications assez fortes au sortir, notamment de la crise des Gilets jaunes, où il y a eu énormément d'heures supplémentaires qui, comme on le sait, ne sont pas pour l'instant payées. Donc elles seront en fait payées de manière différée. Les syndicats négocient elles ne seront jamais payées pour l'essentiel, mais ça sera réglé par ça comptera pour le départ en retraite. Oui, les points de retraite en quelque sorte. Voilà, donc il y a des transactions, mais pour l'instant, visiblement pour les policiers, le compte n'y était pas. Ils ont été effectivement, c'est un quinquennat très difficile pour eux. Ils ont eu après, outre la charge constante de la lutte contre le terrorisme, la vigilance que ça impose, ils ont en plus eu une tâche difficile et un peu ingrate tout de même durant le confinement, où il y a eu des centaines de milliers d'amendes qui ont été distribuées. C'était nécessaire, mais c'est pas forcément pour cela, si vous voulez, qu'on s'est engagé dans la police. Parce que souvent, c'était des braves gens qui étaient un peu éloignés de leur domicile. Fallait le faire, mais encore une fois, c'est quand même assez pénible. Et puis, il y a aussi un conflit très classique, mais qui se réveille avec virulence, c'est entre la police et la magistrature. C'est-à-dire l'idée que la tâche policière n'est pas suivie par la magistrature au niveau des condamnations et au niveau aussi du maintien en détention. N'oublions pas que des milliers de détenus ont été libérés durant le confinement et de ces derniers mois pour éviter justement que les prisons deviennent des méga clusters comme elles sont en état de surpopulation. Tout ça est très mal vécu quand arrive en plus une période de violence très importante, apparemment d'ailleurs liée au confinement et au Covid-19, je pense à Marseille notamment, puisque en quelque sorte pas mal de dealers qui n'ont pas pu travailler dans les conditions qu'ils apprécient sont en train d'essayer de reconstituer leurs marges en fin d'année, si j'ose m'exprimer ainsi. Non mais vous avez raison, ça s'est exprimé. Non, mais ça a été exprimé exactement en ces termes sur ce plateau encore ces derniers jours. Il faut qu'il leur parle gentiment peut-être à nos policiers et enfin que je ne sais pas s'il faut parler de calinothérapie, mais en tout cas qu'ils s'intéressent à eux. Hein. Ah mais complètement, parce que la dernière fois qu'un ministre s'est pas trop intéressé à eux, c'est Castaner, et ils ont déposé les menottes dans la cour des commissariats. Et on voyait bien que là, il y avait un gros danger, surtout après ce que vous avez noté sur les Gilets jaunes. C'est d'autant plus important que l'électorat de droite qu'il vise pour la présidentielle est très sensible aux questions de sécurité. En cela, Gérald Darmanin est utile ? En cela, la nomination de Gérald Darmanin à ce poste a cette fonction-là. On va voir s'il y arrive, parce que la difficulté qu'ils vont avoir, c'est que cet électorat-là est échaudé. C'est-à-dire que les paroles, ça fait depuis Nicolas Sarkozy qu'on entend le Karcher et toutes ces choses-là. Et à droite, chez les LR, ils sont assez nombreux à considérer que l'élection de 2012 a été perdue sur l'absence de résultats en matière de sécurité. Les quelques points qui manquent à Nicolas Sarkozy pour virer en tête au premier tour, ce sont des points qui sont partis chez Marine Le Pen ou à l'abstention, parce que sur cette promesse-là de la sécurité, ça n'avait pas été tenu. Là, il nomme Gérald Darmanin en juillet. On sait très bien qu'en matière de sécurité, je parle sous le contrôle de spécialistes, mais c'est pas en 18 mois que vous allez avoir des résultats très très probants. Donc ça commence par un ministère de la parole qui consiste à être ferme. Mais là aussi. Mais ça, les gens l'ont entendu depuis trop longtemps. Donc ils veulent vraiment des résultats.
Et je crois que par rapport à ce dont on parlait auparavant, c'est-à-dire les difficultés dans l'opinion de Jean Castex, il y a également il n'y a pas uniquement sa gestion, etc., du Covid-19. C'est véritablement, et c'est pour ça d'ailleurs que ça se dégrade particulièrement dans l'électorat de droite, il y a le sentiment d'une forme de pétaudière, si vous voulez, au gouvernement sur ces questions sécuritaires, avec cette opposition, certes, encore une fois, elle est classique, mais elle est vraiment hors de propos actuellement, cette opposition entre le garde des Sceaux et le ministre de l'Intérieur, complété par le fait que le ministre de l'Intérieur a des problèmes avec la police, cependant que le garde des Sceaux a des problèmes avec les magistrats. Oui. Donc ça fait quand même beaucoup de troubles au moment où les gens veulent un rappel à l'ordre. Oui, vous êtes enfin, je ris, mais c'est parce que, en effet, on comprend que c'est difficile à régler. Le couple, voilà, le flic et le garde des Sceaux, ça, c'est un classique de la Ve République. C'est peut-être un peu dépassé, non ? Alors, ça aurait été bien s'ils s'étaient entendus ensemble. C'est-à-dire que s'ils avaient fonctionné en tandem, on aurait pu avoir une force de frappe assez forte parce que Dupond-Moretti est assez charismatique. Oui. Il sait gérer des shows télé. Il était bien meilleur que Castex pendant l'émission politique. Donc, il assure. Il a été meilleur en 2 minutes contre Castex en 2 heures. Donc, vraiment très fort. Et avec Darmanin qui a besoin d'apprendre, mais qui essaye de faire du Sarkozy. Alors, c'est le petit Sarkozy, si on ose dire, Darmanin, donc il essaye, quoi. Et ça aurait pu faire une bonne alchimie. Dupond-Moretti a commis l'erreur de braquer les magistrats. C'est-à-dire que là, ils sont à fond braqués contre lui. Et du coup, on a les magistrats mécontents, la police mécontente, 2 ministres qui essaient de gérer. Alors que tous ces gens-là doivent travailler ensemble, en fait. Oui, et puis ça, voilà. En plus, ça rajoute de la cacophonie, alors que le gouvernement a besoin de lisibilité là aussi. Le tournant, ça a été les événements de Dijon. Quand on a laissé les Tchétchènes se réunir avec les Dijonnais pour essayer de trouver un accord dans une mosquée, je crois que pour les lecteurs de droite, les lecteurs de Karl Meus et du Figaro, ils étaient en arrêt cardiaque, ils pouvaient plus, c'était pas possible. Je pense qu'il n'y avait pas que eux, hein, quand même. Oui, il n'y avait pas que eux. On a mis 3 jours à réagir, quand même. On a un peu surpris, en général. Oui. Donc, voilà, c'est ça qu'il aurait fallu réparer. C'est pour ça que Darmanin a été nommé. Et il n'est pas très aidé, quoi, on va dire. C'est compliqué. Vous venez d'évoquer une image qui, à mon avis, a certainement eu un poids dans l'opinion. Je crois que vous avez raison. Merci beaucoup, les uns et les autres, d'avoir participé à cette première partie d'émission. Dans un instant, l'info du vrai l'événement. Elle est intitulée ce soir « Un virus, combien ça coûte ?» Les besoins de l'hôpital sont une réalité, mais la Sécu est un déficit de 45 milliards et on ne sait toujours pas où on va trouver l'argent pour payer la crise économique et sanitaire. Une chose est sûre, les riches ne suffiront pas. A tout de suite avec nos invités. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour l'info du vrai l'événement, intitulé ce soir « Un virus, combien ça coûte ?» Demain, les soignants sont dans la rue pour réclamer un soutien financier et des emplois. Pendant ce temps, le déficit de la Sécu est repassé à 45 milliards d'euros. Et pour régler tout ça, de nombreuses voix à gauche veulent taxer les riches, selon la formule désormais célèbre. Analyse de nos invités dans un instant, mais tout de suite, notre premier reportage. Nos hospitaliers sont donc de retour dans la rue demain. Les mots d'ordre sont parfaitement simples et sans surprise. Du personnel, des augmentations, bref, des moyens. Lina Bensenussi. C'est lors d'une rencontre impromptue avec le personnel soignant de l'hôpital Rothschild qu'Emmanuel Macron a pu constater que les promesses d'augmentation de salaire ne suffisent plus. On ne peut pas dire 90 € par mois. C'est rien. Enfin, je veux dire, non, mais donc c'est un effort qui n'a jamais eu l'équivalent. Après, notre demande sur le nombre d'années, c'était 500 €, monsieur, sur ma prime. Oui, ça fait 40 ans que je suis là, ça fait 40 ans que je suis Rothschild et j'ai jamais vu les augmentations arriver. Dans ces cas-là, ça fait 30 franchement, milliards par an. les jeunes, j'essaye de les motiver pour qu'ils restent avec nous, mais j'ai plus d'arguments. Et puis là, le coût des 180 €, et je vous dis, c'est pas passé. Hein. Ah non. Pourtant, ces hausses de salaire font partie des 8 milliards d'euros promis à l'hôpital public cet été. D'ici janvier prochain, une enveloppe de 7,5 milliards sera allouée pour les personnels médicaux et paramédicaux, 450 millions d'euros pour les médecins et 200 millions pour les internes et étudiants en médecine. Mais ces milliards promis par l'État pourraient ne pas suffire, car dans beaucoup d'hôpitaux, on manque de personnel. On est en train de réfléchir à ouvrir 8 lits de réanimation en plus. On n'a pas de volontaires. On n'a pas de volontaires, alors qu'au mois de février-mars, on avait énormément de volontaires. Et aujourd'hui, la deuxième chose qui est grave, c'est qu'on avait eu des aides des autres régions en mars-avril. Aujourd'hui, les régions sont tous un peu en zone rouge. Et donc, on ne va pas pouvoir avoir des aides de ces régions-là. Donc,
On a des lits, mais on n'a pas de personnel du tout pour gérer ces lits. Des transferts difficiles à effectuer pour les hôpitaux, car trop de régions sont aujourd'hui en zone rouge ou d'alerte maximale. Cet été, Olivier Véran a annoncé la création de postes supplémentaires. Nous avons annoncé le recrutement de 15 000 personnes à l'hôpital. Ça fait 20 ans qu'on supprime des postes tous les ans. C'est la première fois qu'on annonce qu'on va créer des postes. Mais pour le personnel, déjà épuisé par la crise sanitaire, ces effectifs ne se voient pas encore au quotidien. Ce jeudi, les syndicats et les collectifs de soignants appellent à la grève. Une journée de mobilisation pour demander la revalorisation des salaires de l'ensemble du personnel soignant et des embauches massives. Et avec nous pour commenter cette actualité, Agnès Verdier-Molinier, qui est directrice de la Fondation IFRA pour la recherche, sur les politiques publiques. On peut lire votre tribune, les pauvres ont plus besoin des riches que de l'État sur le site leséchos.fr. Et rappelons aussi En marche vers l'immobilisme, votre dernier livre paru chez Albin Michel. Raphaël Legendre est lui journaliste économique au quotidien L'Opinion. En une ce mercredi, Emmanuel Macron happé par la deuxième vague. Et puis votre article, Taxe, impôts, la stratégie de l'exécutif face aux choses-trappes du budget. Alors le budget, on y reviendra parce que la loi de finances est en débat en ce moment à l'Assemblée nationale. J'ai quand même envie de vous dire au début de cette émission, quoi qu'il en coûte, ça fait quand même très cher, non ? Bah oui, ça va faire plus de 250 milliards de déficit uniquement cette année, plus de 150 milliards encore l'année prochaine. Et puis ça devrait nous faire une crise entre 200 et 300 milliards au total. Donc le quoi qu'il en coûte, effectivement, va coûter non pas cher, mais très cher et sera payé, jusqu'en 2042, si on suit ce que nous explique Bruno Le Maire, avec d'abord la charge sociale qui sera payée par la CADES et puis après la dette Covid, bien sûr. Et est-ce qu'on le paye vraiment et est-ce qu'on va vraiment le payer ? Alors, pas pour l'instant. Pour l'instant, on est dans la phase où vraiment on dépense à tout va et cette phase va continuer puisqu'on voit que la deuxième vague est désormais ici, que de nouvelles dépenses vont devoir arriver. Au mois de novembre, il y aura un nouveau budget rectificatif où des mesures pour les plus précaires seront annoncées et Emmanuel Macron pourrait annoncer ce soir que tout cela va durer jusqu'à l'été prochain. Donc la facture n'est pas terminée encore. Ouais. Je vous pose la question parce que je voyais un de nos éminents économistes, en l'occurrence Patrick Artus, qui explique en ce moment qu'en gros, ça serait payé par un impôt génial, qui est tout simplement le fait qu'on ne va pas rétribuer l'argent qui est placé par les épargnants, ou en tout cas de façon très 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 bas, et qu'en gros, ça fait une forme d'impôt invisible. C'est une taxe sur les épargnants, c'est très clair. Cette taxe, c'est quoi ? C'est en réalité la politique monétaire de... Je vous interromps. Et juste pour que les choses soient très claires, parce que sinon tout le monde va faire des infarctus derrière son téléviseur. On ne va pas taxer l'assurance vie des Français. Mais il s'agit de rémunérer vraiment très 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 faiblement, notamment grâce aux banques centrales et donc à la BCE, ce que les épargnants auront sur leur livret, ce qui devient une forme d'impôt invisible. Pourquoi on peut dépenser comme ça cet argent ? Ça fait 10 ans qu'on essaie de se serrer la ceinture sans vraiment y arriver d'ailleurs. Et tout d'un coup, on a ce plan de relance de 100 milliards par exemple qui arrive. D'où viennent ces 100 milliards ? C'est de la dette, il faut être très clair. Et c'est de la dette qui va être rachetée par la BCE, la Banque Centrale Européenne, à taux zéro. Donc cette dette, effectivement, ne coûte rien. Mais ces taux zéro, ce niveau de taux, c'est aussi ce qui rémunère l'épargne des Français. Et quand les taux sont bas, il n'y a plus de rémunération de l'épargne. Et ces taux vont rester bas pendant très longtemps, tous les banquiers centraux l'expliquent. Et donc ça veut dire que l'épargne des Français, pendant très longtemps, ne va malheureusement plus rapporter grand-chose. Alors là, on vient de passer de quoi qu'il en coûte, c'est faramineux, à de toute façon, on va gentiment l'éponger avec l'épargne. Bon, enfin, on n'épongera pas grand-chose, parce que quand on regarde la trajectoire de pourcentage de la dette jusqu'en 2025, prévue par le gouvernement, on a même une augmentation en 2024 à 117,8% du PIB. Donc, en réalité, ils ont pour l'instant rien prévu. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on se demande pourquoi les Français épargnent autant. Mais tout simplement parce qu'ils voient qu'il n'y a aucun scénario sur la table. Évidemment. Et que finalement, 117,8% de dette par rapport au PIB, on nous a toujours dit qu'au-delà de 100, on commençait quand même à rentrer dans une zone rouge assez inquiétante. Et là, il n'y a aucun message de baisse de dépenses. Rien. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de trajectoire prévue véritablement pour enrayer tout ça. Il n'y a pas vraiment, de la part du gouvernement, une explication sur comment vont se passer les années 23, 24, 25, 26, 27. Alors 2030, ils y pensent.
Mais alors, de manière assez importante, hein, avec le haut-commissaire au plan. Alors ça leur donne vraiment envie d'y réfléchir. Mais alors, les années entre 22 et 27... Comment on vit l'an prochain, c'est plus problématique. Alors, le problème, c'est qu'il y a peut-être un problème d'agenda électoral dans tout ça, parce qu'on dirait que 22-27, ils l'occultent complètement de leur point de vue pour l'instant. Alors, est-ce que c'est pour proposer un programme intelligent à un moment? Mais je pense que malheureusement, le timing n'est pas le bon. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faudrait nous dire comment on rétablit les comptes, comment finalement on assainit nos finances, parce que derrière les personnes en France qui sont très intelligentes vont continuer à épargner et vont pas investir, vont pas consommer en attendant la sentence. Alors, Olivier Babot nous a rejoint. Je précise que vous étiez coincé dans les encombrements. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, président de l'Institut Sapiens. Vous enseignez à l'Université de Bordeaux. Et je rappelle votre livre, Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités, qui vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel. On va la payer, notre dette, à un moment ou à un autre? Oui, la question, c'est qui se ont, en fait. Hein, oui. Évidemment. 6 500 € pour l'instant, hein, c'est ce que coûte à chaque Français les dépenses supplémentaires liées au Covid. On a fait bondir la dette de 200 milliards uniquement au second trimestre. Évidemment 2020. La question, autrefois, vous savez, au moment quand il y avait des guerres, peut-être déjà rappelé, mais Keynes parlait de l'euthanasie des rentiers. Donc les rentiers, tranquillement, on leur a fait payer la guerre de 14. D'ailleurs, on a bloqué les loyers, donc aussi les gens qui étaient des propriétaires, évidemment, ont été ruinés comme ça assez tranquillement. Pendant les années 30, c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors nous, on a créé énormément d'argent, mais ça n'a pas créé d'inflation. Donc, zut, ça fonctionne pas. En revanche, ça a quand même un effet utile, c'est que ça met quasiment les taux à zéro. Donc maintenant, évidemment, assurance vie, tous les placements, quelque part indirectement aussi. Bon, ça les ruine pas complètement, mais ça baisse quand même pas mal le rendement, évidemment, de votre épargne. Alors, la dernière chose, évidemment, c'est qu'en général, ce genre de choses, ça finit par être payé par l'impôt. Et si on continue, d'ailleurs, à s'endetter à très bas taux, c'est parce que, justement, les prêteurs ont confiance dans la capacité du système fiscal à capter. Et derrière l'impôt des riches, dont on parle beaucoup, en réalité c'est probablement un rideau de fumée parce que c'est très bien qu'on pourra gratter que quelques milliards. Les vrais impôts qui rapportent beaucoup, c'est les impôts indirects, en particulier la TVA, c'est 50% des recettes nettes de l'État. Donc très probablement, c'est à terme sur une petite augmentation malheureusement à nouveau de la pression fiscale, à terme, à long terme. Pardonnez-moi, on fait un pari sur ce que vous avez appelé l'euthanasie des rentiers, qui est une formule, vous avez tout à fait raison, historique. Oui. On fait un pari sur l'euthanasie des rentiers aujourd'hui? Très probablement d'une façon ou d'une autre. Regardez, la rentabilité immobilière, en réalité, elle a été grattée de tas de façons. Vous augmentez la taxe foncière, puis la disparition de la taxe d'habitation, probablement, ça va se retrouver en partie dans la taxe foncière. Ça se retrouve beaucoup dans l'IFI. Vous avez un grand appart à Paris aujourd'hui, vous payez 10 000 balles d'IFI juste parce que vous avez l'appart. Et puis vous payez la copro et vous payez la taxe foncière en plus. En réalité, ça vient évidemment diminuer la rentabilité de votre investissement. Alors pour l'instant, on s'en tire parce que la pression démographique fait exploser extraordinairement le prix de l'immobilier. Donc à la revente, malgré les 8% des frais injustement appelés de notaires, mais qui vont à l'État. Hein, oui, bien sûr. En grande partie. Ne jamais de nous le rappeler. Non, il faut bien le dire. Non, c'est les frais de l'État, c'est les frais de mutation. Bon, d'ailleurs, on a les frais de mutation qui sont parmi les plus hauts de l'OCDE en France. Donc, tout ça, ça fait partie des différentes ponctions. On a une créativité extraordinaire chez nous. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées fiscales et on arrive de toutes les façons possibles à créer des impôts, y compris, évidemment, Agnès le sait, des impôts sur l'impôt, hein, sur l'idée de la CSG non déductible. En fait, c'est que vous allez arriver à prélever sur un truc que vous avez déjà prélevé. Enfin, on est d'un génie absolument infini. Moi, disons que s'il fallait miser sur quelque chose, je miserais là-dessus, sur le génie français de la fiscalité. Et puis, il y a un deuxième point qu'on peut soulever avec la conséquence, une des autres conséquences de cette politique de taux bas menée par la BCE qui nous permet de dépenser tant aujourd'hui, c'est aussi un accroissement des inégalités. En quoi c'est que, on l'a vu notamment à Paris et en Ile-de-France, l'inflation incroyable du coût de l'immobilier, du fait des emprunts à taux très faibles qui sont aussi alignés sur la politique monétaire de la BCE et qui creusent l'écart entre ceux qui peuvent avoir accès à ce marché immobilier et avec des prix qui se sont envolés à Paris notamment sur l'immobilier et qui enferment ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ce marché avec des écarts de valeur absolument colossaux qui se creusent. Donc c'est aussi une politique antisociale, hein. Attention, cette politique de taux bas qui est appelée par les États finalement. Et pas simplement la France, par aussi l'Italie, par la Grèce, par le Portugal, par l'Espagne. Et les États-Unis, c'est global. Oui, mais bon, si on se place au niveau de la zone euro, au nord de l'Europe, c'est un peu différent. Ils ont moins intérêt à avoir des taux bas, parce qu'ils ont aussi de la capitalisation sur la retraite, donc ils ont plutôt intérêt à avoir un rendement correct de leur épargne retraite. C'est très égoïste de la part des États. Ils sont mal gérés, ils demandent en permanence de baisser les taux. Chaque fois qu'il y a une petite alerte sur les taux, clac,
on injecte, comme pour le drogué, des liquidités. Et on dit, voilà, on va attendre de voir jusqu'où ça va. Vous pensez qu'on est schnuffé à la dette Complètement, mais complètement. Vous utilisez une métaphore. Mais on est complètement schnuffé à la dette. Et en plus, on est dans une situation où le politique est tellement dans l'immédiateté qu'il est super content de voir que la charge de la dette tous les ans de l'État baisse. Alors ça, c'est le miracle. Et alors, c'est pas du tout une question de cette majorité, parce que les majorités précédentes, il y en a eu beaucoup. Ils étaient tout aussi absolument ravis de nous dire que le sujet n'était vraiment pas d'avoir un équilibre des comptes publics, parce que finalement, ce qui était formidable, c'est qu'avant, on payait 50 milliards de charges de la dette, et puis maintenant, on était à 30, et puis finalement, même en comptabilité nationale, on était en dessous de 30. Alors c'est merveilleux, finalement. Hein. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est plus dans le rationnel. Et donc, les milliards tombent. Et on ne se demande même pas ce qui va se passer après. On n'est plus dans le rationnel. Alors, le gouvernement, lui, assume la dette, même si décidément, coûte que coûte, pardonnez-moi, quoi qu'il en coûte, a un prix. Les choses sont claires, tant pis pour la dette. Et à l'Assemblée, en ce moment, on débat de notre loi de finances. Nicolas Herbeau et Margot Bachelier. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de finances pour 2021. En 2021, les comptes vont déraper. Le déficit devrait atteindre un niveau très élevé, 153 milliards d'euros. La France, comme tous les autres États de la planète, est touchée par une crise économique dont la gravité n'a de comparaison que la grande récession de 1929. Pour 2021, les recettes comme les dépenses sont incertaines, menacées par la crise du Covid. Dans les rangs de l'opposition, on s'inquiète de l'absence de clarté et de vision pour ce budget. Mais il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut faire preuve d'un petit peu plus de raison que ce qui est fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de dépenses qui sont des dépenses qui ne sont pas liées à la crise. Alors elles sont toutes justifiées. Dès qu'il faut dépenser en France, c'est justifié, il y a toujours une bonne raison. Sauf que ça s'ajoute à une avalanche de dépenses. Et que c'est évidemment pas une solution parce qu'il n'y a pas un sou pour les financer. Donc c'est évidemment toujours de la dette. Et la dette, ça se rembourse toujours. Ne croyez pas un instant les gens qui disent que la dette, on ne la remboursera pas. C'est faux. Laissez filer la dette. Merci. Pour assurer le succès du plan de relance. Le gouvernement espère bien un rebond de 8% du PIB l'an prochain, après une contraction de 10% cette année. Le ministre de l'économie se fixe donc une ligne. Aucune augmentation d'impôts, aucun nouvel impôt. Augmenter les impôts, c'est refaire la même erreur que celle que nous avons faite systématiquement depuis des décennies, c'est tuer la relance par l'impôt. Eh bien moi je crois au contraire qu'il faut soutenir cette relance par le soutien aux entreprises, par la baisse des impôts de production. Cette baisse de l'impôt de production des entreprises représente 10 milliards d'euros en 2021 sans aucune contrepartie. Pour le Parti socialiste, Bruno Le Maire fait une erreur stratégique. Quelle que soit la mesure proposée, c'est non. Donc il est sur une position dogmatique et d'ailleurs sur les impôts de production, on peut le dire, hein, c'est pas la crise qui lui fait mettre sur la table cette baisse des impôts de production. Depuis 2018, il réclame cette baisse des impôts de production. Donc la crise a bon dos parfois pour faire passer des mesures qui étaient dans les tuyaux depuis très très longtemps. L'opposition de gauche est méfiante. À droite, on reste attentif à la dépense. Quant à la majorité, elle prône la stabilité en pleine tempête. C'est pour ça que je loue tant une certaine stabilité à la sortie de ce PLF-là, parce que nous sommes au cœur d'une crise qui est absolument inédite et que nous avons besoin de tous les acteurs à la sortie sans qu'ils se demandent pendant 2-3 mois qu'est-ce qui a changé dans leur environnement fiscal et réglementaire. Je pense que c'est une donnée au moins aussi importante que les investissements et les aides financières que nous pouvons fournir à différents secteurs. Le gouvernement a déjà renoncé à des économies. Les chambres de commerce et de l'industrie conserveront par exemple leur budget et le tarif réduit du samplon 95 à l'éthanol, sujet inflammable, sera maintenu en 2021. Alors, comme le terme a été beaucoup employé dans le reportage par les différents intervenants, on peut rappeler en 3 mots ce qu'on appelle les impôts de production ? Les impôts de production, ce sont des impôts qui frappent les entreprises avant même qu'elles aient réalisé leur premier euro de bénéfice. Ce sont des impôts, des taxes souvent locales, pour la grande majorité, qui touchent le chiffre d'affaires.
On peut dire aussi que les cotisations sociales, par exemple, sont des impôts de production puisque vous les payez avant même que vous ayez réalisé un bénéfice. Et ces impôts de production, c'est une spécificité française en Europe, sont bien plus élevés que nos voisins européens et notamment avec l'Allemagne, qui est quand même notre principal concurrent sur le marché industriel et aussi des services. Il y a un écart de 77 milliards d'euros entre la France et l'Allemagne sur les impôts de production. Donc forcément, ça se retrouve dans le coût de nos produits qui sont moins compétitifs. Alors on va effectivement vers un premier pas avec une baisse qui sera discutée jeudi matin dans l'hémicycle de 10 milliards d'euros. Mais si on ajoute et les impôts de production et les charges sociales, on est en réalité sur un écart de compétitivité aux alentours de 120 milliards d'euros. Donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'on revienne dans la moyenne des pays européens. C'est amusant parce que la députée socialiste, quand on est dans le reportage, retourne l'argumentaire en disant c'est le gouvernement qui est dogmatique en ne voulant pas augmenter les impôts de production. Ah oui, non mais... Là, ce serait carrément un sketch de vouloir augmenter les impôts de production en ce moment, hein, parce que c'est vraiment ça. On rappelle les charges sociales, parce que comme cette formule est apparue assez récemment, je pense que c'est encore pas tout à fait clair. En gros, par rapport aux pays de la zone euro, je rejoins Raphaël, c'est 50-50. 50 milliards d'impôts de production en trop, 50 milliards de cotisations sociales en trop. Voilà, une centaine de milliards qu'on paye en plus dans nos entreprises. Il y a 430 milliards d'impôts sur nos entreprises, en comptant les taxes, les cotisations, les impôts. C'est sûr que c'est beaucoup trop important. Si on veut réindustrialiser la France, si on veut créer des emplois en France, si on veut développer nos entreprises en France, il faut absolument alléger. Les 10 milliards du gouvernement, c'est beaucoup trop faible. Nous, à la Fondation IFRAP, on avait fait une évaluation de 30 milliards de baisse de ces impôts de production. On arrivait à créer plus de 400 000 emplois à terme, mais des emplois pérennes, des emplois dans l'industrie. Faites attention, vous allez porter un badge avec écrit 1 million d'emplois dans un instant. Non, mais il y a un levier. Et d'ailleurs, on est en train d'évaluer le plan de relance du gouvernement, les fameux 100 milliards, dont font partie les 10 milliards. Et là-dedans, on voit que c'est la baisse des impôts de production qui a le plus d'effet sur la croissance et de plus d'effet sur l'emploi à terme. Le problème, c'est que le risque qu'on a toujours avec les gouvernements, c'est qu'ils veulent faire des mesures court-termistes pour que ça fasse un effet d'ici 2022. Oui. Alors qu'en réalité, quand vous touchez aux impôts de production, eh bien vous avez un résultat important à l'horizon 2024-2025. Et c'est toujours le problème de la France. Vous avez entendu le secrétaire d'État réclamer un peu de stabilité pour dire. J'ai toujours entendu ça pour nos entrepreneurs. En revanche, on l'a jamais connu. Hein. Oui, mais il fallait qu'il fasse 10 milliards la première année, 15 milliards la suivante, 20 milliards celle d'après, 25 milliards celle d'après, 30 milliards l'année d'après. Philippe Martinez va devenir fou. Donc, Non, mais c'est ça le plan qui fonctionnerait pour la France. Ce qu'on va faire là, c'est des programmes d'investissement d'avenir, des investissements divers et variés pour rénover les bâtiments administratifs, etc. C'est très joli sur le papier. Ça ne donnera pas des emplois pérennes à la France. Alors jamais cette notion quand même, c'est que rebond de 8% de notre économie en ce moment, annoncé, pardonnez-moi, mais on a l'impression que l'économie française, dans un espèce de chandouine quand même, s'en sort pas trop mal. Qu'en est-il réellement? Et est-ce qu'en effet il y a des raisons d'espérer, en dépit on va dire, des boulets qui étaient évoqués il y a quelques instants? Malheureusement, ma question, on n'est pas encore complètement sorti. On va bientôt savoir à quelle sauce on va être mangé, à quelle sauce l'économie va être mangée. On est encore en fait sous anesthésie, à bien des égards. Il y a encore énormément aujourd'hui de choses qui sont totalement bloquées. Je parle évidemment des intermittents du spectacle, mais on peut parler aussi de plein d'autres entreprises qui sont aujourd'hui encore sous perfusion. Oui. Le problème, c'est quand vous allez enlever la perfusion, donc ça peut encore faire très très mal. Ce débat sur les contreparties est d'ailleurs absolument lunaire. Enfin, je veux dire, il y a vraiment qu'en France qu'on a un débat comme ça. Je veux dire, la contrepartie d'une entreprise que vous aidez, c'est d'exister, quoi. C'est de continuer à exister, c'est de survivre en fait, et de continuer à pouvoir avoir des emplois et arriver à développer une activité. Et l'idée qu'on puisse leur reprocher de continuer à exister et de pas tout d'un coup devenir beaucoup plus verte parce que c'est des investissements, c'est qui trop embrasse mal les trains, et c'est le problème du plan de relance, c'est qu'on veut faire beaucoup trop de choses. On a voulu, tout le monde, il veut y voir son guichet et y voir son intérêt, alors que le problème c'est la survie de l'économie. Quelle est la vérité des chiffres? Excusez-moi, juste sur cet état de santé de notre économie qui semble meilleur qu'on l'imaginait. C'est à prendre avec beaucoup de... Ça, c'était un peu la température qu'on avait au sortir de l'été, parce que le deuxième trimestre avait été un peu meilleur que prévu. Effectivement, le rebond de la consommation, notamment, avait été assez fort. Là, tous les organismes de prévision... Non, mais je l'ai encore lu dans un journal aujourd'hui, je me demande d'ailleurs si c'est pas le vôtre. Alors, qui disait que ça va mieux? Non, que la crise durera plus longtemps? Oui, et malheureusement, les dernières prévisions prévoient une stagnation de la croissance au quatrième trimestre, une croissance zéro. Les dernières prévisions de l'INSEE, on s'attendait un tout petit peu mieux, mais on voit qu'on rentre dans une période compliquée. Encore une fois,
le dynamisme de l'économie va être étroitement corrélé à l'évolution de l'épidémie et on voit que la seconde vague est en train de repartir assez fort et malheureusement, eh bien, le PIB sera accroché à cette vague. Donc plus la vague montera haut, plus le PIB descendra bas. Et pour l'instant, on est dans une grande incertitude, mais les indicateurs, les derniers indicateurs sont plutôt modérés. Ne sont pas aussi optimistes qu'on l'espérait. L'INSEE nous dit qu'on est à 95% de l'activité de fin d'année dernière. Mais moi, personnellement, quand je m'adresse à des entrepreneurs, ils sont tous à -20, -30. Et même dans des entreprises qui ont bien performé, ils sont à -10, -15. Et ils disent, on est super content. Donc, je me demande à quel point il n'y a pas une surévaluation du niveau d'activité actuel par les statistiques officielles. Je sais que c'est pas facile de l'évaluer, hein, je dis pas du tout que voilà, mais néanmoins, vraiment, je trouve qu'entre le terrain, les personnes dont on connaît l'activité, que ce soit dans la métallurgie, que ce soit dans la chimie, que ce soit les commerçants, que ce soit les libraires, que ce soit... Bon, partout, ils nous disent -20, -30. Je ne comprends pas comment on est à 95% de l'activité. Olivier Babot ? Oui, il faut en tout cas être tout à fait lucide sur le fait que les chocs vont être très, très inégalement répartis en fonction des secteurs. Et évidemment, tout ce qui est hôtellerie, restauration est absolument sinistré. Par exemple, l'été, on a eu l'impression que l'été avait été un petit peu normal. Pour tout ce qui est vente de boissons, par exemple, on était à 35% seulement des volumes habituels. 35%, vous vous rendez compte un petit peu, par rapport à une activité. Et là, ça s'est totalement arrêté. Effacé, donc. Voilà. D'après les chiffres que j'ai eus en discutant avec les responsables, c'est quand même assez incroyable. Et évidemment, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme au sens large, vous savez, c'est 8% du PIB, c'est 10% de l'emploi privé. C'est absolument énorme. Et ça, il est très très probable, et là aujourd'hui certain, qu'il y en a pour 1 an, 2 ans, et peut-être un retour à la normale encore plus loin. Sans compter l'aéronautique. L'aéronautique, exactement. Et donc il y a plein de secteurs où ça va être extrêmement dur. On voit tout le temps les moyennes, mais il faut regarder là, malheureusement l'écart type, et il va être assez fort. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment des gens, des types d'emplois, des types de secteurs qui vont être beaucoup plus touchés que les autres. On sait que 10%... Même dans le luxe, même les enseignes qui fonctionnent beaucoup avec des étrangers. Je pense à des villes comme Paris, mais d'autres grandes villes en France qui ont normalement des clients qui sont plus, pour acheter un sac très cher, malheureusement, c'est plus des étrangers qui les achètent. La réalité, c'est qu'il y a très peu de personnes qui viennent encore aujourd'hui en France parce que on ne circule plus dans le monde, on ne prend plus l'avion. Beaucoup d'hôtels, restaurants sont fermés à Paris. Mais donc, il faut vraiment se dire que tous ceux dont on parle en ce moment en disant ils ont eu des dividendes extraordinaires en 2018-2019, en réalité, en 2020, c'est la chute libre des résultats de toutes ces boîtes. Et il faut vraiment se poser la question sur... Est-ce qu'on n'est pas en train de parler, parce qu'on va en parler tout à l'heure, des riches versus moins riches, etc. Est-ce qu'on n'est pas complètement dans un système déformant? On regarde dans le rétroviseur et on ne voit pas ce qui est en train de se passer sous nos yeux, avec un effondrement de nos entreprises. Raphaël Legendre, on va y venir bien entendu. Vous avez 4 secteurs, grosso modo. L'hôtellerie-tourisme, on en a parlé bien sûr. La culture, l'aéronautique et l'automobile. Ces 4 secteurs pris ensemble, c'est à peu près 10% de notre économie. Et ces secteurs sont encore à moins 20% sur les carnets de commandes, sur le chiffre d'affaires. Quand PSA annonce des bons chiffres, c'est parce qu'ils sont faits à l'étranger? Ça c'est très clair, c'est pas en France. Ça a été soutenu par la prime automobile jusqu'à l'été, mais là on a par exemple un durcissement assez sévère du malus écologique sur les voitures neuves qui va être voté dans le projet de loi de finances. Je peux vous dire que ça va pas aider à soutenir le secteur automobile pour la suite. Ça fait partie des contradictions aussi du gouvernement sur le soutien de l'économie. Puis sans compter que les PGE vont devoir être payés à un moment, sans compter qu'aujourd'hui les URSSAF envoient quand même des documents pour dire vous pouvez négocier encore les reports de charges, mais attention, il va falloir payer quand même la moitié de ce que vous nous devez. Vous pouvez avoir un étalement du reste, mais minimum 50% doit être payé. Attention, on n'est pas dans un monde de bisounours où la DGFiP et les URSSAF vont dire c'est peinard, vous ne payez pas vos impôts et vos charges ad vitam. Il faut négocier sur chaque dossier, chaque entreprise. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a occulté aussi. Est-ce que les autres pays sont aussi dans un rattrapage au même moment que nous? C'est pas du tout sûr qu'on soit pas beaucoup plus sévère avec nos entreprises que ça n'est le cas, par exemple, en Allemagne ou ailleurs. Alors pendant ce temps, une partie de la gauche se réveille au son de « il faut taxer les riches ». C'est étrange, au moment où une partie d'entre eux reviennent justement pour payer leurs impôts en France. Alice Fimbel-Bauer. Bonne nouvelle, les riches reviennent. La France ne fait plus fuir ses citoyens les plus fortunés. Pour la première fois depuis 15 ans, le nombre d'exilés fiscaux rentrant au pays est plus important que celui des départs à l'étranger.
La France et ses entreprises redeviennent attractives pour les investisseurs. Mais si le climat les séduit à nouveau, c'est aussi grâce à la transformation en 2018 de l'impôt de solidarité sur la fortune en simple impôt sur la fortune immobilière. Comme certains en profitent, s'enrichissent et touchent des dividendes, le spectre de l'ISF refait son apparition. Une mesure qu'on propose, qu'au moins de manière exceptionnelle, même si on ne veut pas rétablir l'ISF définitivement, mais que par exemple pour ce moment de la crise, on rétablisse l'ISF ou par exemple qu'on taxe davantage les revenus les plus importants. Ils se sont gavés depuis des années. Il faut que vous compreniez que les 100 plus grosses fortunes de France, grâce au cadeau d'Emmanuel Macron, ont gagné chacune 1,2 million d'euros de plus par an. Et on peut avoir des contributions des plus aisés qui s'appellent autrement que l'ISF. Franchement, mais la logique, c'est celle-ci. C'est que les plus grandes fortunes dans ce pays, ceux qui sont les plus hauts revenus, contribuent davantage. Là, aujourd'hui, je pense qu'il s'agirait de faire une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, notamment sur les revenus tirés des dividendes, puisque ce sont les dividendes qui ont été largement bénéficiaires. Le confinement a coûté très cher à la société française, mais il a aussi permis à quelques-uns de faire des économies. Moins de consommation, plus d'épargne. Au total, 55 milliards d'euros supplémentaires ont été placés par rapport à l'année dernière. Mais là encore, ce sont les ménages les plus riches qui représentent l'essentiel de ces épargnants. Comme ministre des Finances, je m'opposerai à toute taxation de l'épargne des Français. Nous taxons déjà suffisamment le travail des Français pour ne pas taxer en plus le produit de leur travail. Tandis que des secteurs de l'économie française ont souffert, ailleurs dans le monde, certains ont prospéré. C'est le cas des GAFA, les géants de la technologie. Conséquence, la fortune des ultra-riches dans le monde a progressé de 27,5% pendant la crise. La France détient, elle, plusieurs records. C'est à la fois le pays le plus imposé au monde, mais également celui qui redistribue le plus l'argent des contribuables. Ce qui en fait, selon le FMI, le pays où les inégalités ont le moins augmenté depuis 30 ans. Alors, j'ai tellement de questions à vous poser. D'abord, rappelons, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, que la moitié des Français ne le payent pas. Nous sommes d'accord? Oui. Je pense que c'est une notion quand même qu'il faut plus de la moitié. Il n'y a que 46% un peu moins qui le payent. 46% le payent. Oui. Voilà, 46 seulement le payent. Et là, en ce moment, on l'a entendu, il y a un tir de barrage de la gauche pour dire faut absolument augmenter les impôts des riches. Pardonnez-moi, mais c'est pas facile de répondre à cette question. Ça commence où, un riche? On peut essayer de répondre à cette question. Du temps de François Hollande, ça a commencé à peu près à 3 000 euros. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, le riche, très rapidement, vous allez voir que c'est vous, en fait. C'est ça le problème. Je pense vraiment que derrière l'idée des riches, c'est préparer les mentalités au fait que, en fait, là, c'est à peu près la classe moyenne qui va payer. Ça, c'est assez probable. En tout cas, la France, c'est vrai, est le pays qui réduit déjà le plus les inégalités. Avant, les 10%, si vous prenez les 10% qui gagnent le plus et les 10% qui gagnent le moins, avant redistribution, vous avez en moyenne un rapport de 1 à 21. Okay, après redistribution, c'est de 1 à 5,7. On est le pays qui diminue le plus les inégalités, parce qu'évidemment, on a de la redistribution assez massive et probablement, on peut s'en féliciter. Mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'on présente toujours le débat comme si, et si on taxait les riches, comme si c'était pas déjà le cas, comme si déjà un riche, en France aujourd'hui, il donnait énormément. 45% de droits de succession en ligne directe, 60% en ligne indirecte. Vous avez un haut salaire, vous payez 45% puisque c'est évidemment la tranche supérieure. Vous rajoutez 4% de majoration fusion, vous rajoutez la CSG dont une partie pas déductible, vous êtes quasiment déjà à 60%. Donc en réalité, vous avez déjà évidemment une contribution, vous avez naturellement l'IFI. Il y a énormément de choses qui sont faites, on peut s'en féliciter, mais dire qu'il y a déjà, qu'il n'y a pas déjà quelque chose, ça c'est pas possible. Et mais c'est quoi, c'est une obsession française? En France, l'obsession, c'est on est obsédé par l'idée de rendre les riches moins riches. C'est quand même dommage qu'on ne soit pas obsédé par l'idée de rendre les pauvres moins pauvres. Et ce serait quand même un peu plus efficace. Parce que comme si rendre les riches moins riches, c'était rendre les pauvres moins pauvres. Mais non, malheureusement, il n'y a pas réellement de vase communicant nécessairement. Et le problème, c'est que des transferts fiscaux, c'est régler très profondément, je le crois, c'est régler le symptôme, c'est pas régler la cause. La cause, c'est probablement le manque de formation, l'inefficacité de notre éducation nationale, le fait que vous avez 2,8 millions de jeunes qui sortent et qui ne sont pas en éducation, qui ne sont pas en train de se former, qui n'ont pas d'emploi et qui donc ont très peu de perspectives, qu'on a
un système qui reproduit massivement les inégalités. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous n'avez pas de formation, vous êtes un jeune, vous avez 6 fois plus de chances d'être au chômage que quelqu'un en formation. Et c'est ça qui vous enverre dans une trappe à pauvreté. Et malheureusement, c'est pas en faisant de la redistribution fiscale qu'on arrivera à régler le problème durablement. Qu'en pensez-vous ? En réalité, ceux qu'on appelle les riches, les 10%. Les 10%, ça commence à 3 700 € par mois. Ceux-là, c'est eux qui font tourner la boutique France. Voilà. Sans eux, il n'y a pas de modèle social, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Voilà. Enfin, il faut dire les choses clairement. Pourquoi ? Parce qu'ils payent 50% des impôts directs. Ils sont 10%. Ils ont à peu près 30% des revenus. Si on intègre les aides sociales en numéraire, les 125 milliards d'aides, qui ne sont pas imposables, qui ne sont jamais dans les stats, parce que ça ne fait pas partie du revenu imposable. Oui. Voilà. Donc ils gagnent 30% et ils payent 50% de l'ensemble des impôts directs. Donc c'est sur eux que repose notre modèle. Donc dire qu'il faudrait les imposer plus et donc les faire partir de France, ou alors leur faire changer leur façon de gagner de l'argent, parce que de toute façon chacun s'adapte, on l'avait vu sur les dividendes. Les dividendes, elles ont fait que revenir au niveau d'avant la mesure stupide de passer les revenus du capital au barème. D'ailleurs François Hollande a le mérite de la cohérence, c'est-à-dire il remet sa propre proposition sur la table, sauf que ça n'a pas marché. C'est pas parce que les revenus du capital sont passés au barème que les plus pauvres sont devenus moins pauvres. En fait, tout ça, c'est un mensonge. Comment expliquez-vous que tout cela est un pareil écho dans ce cas-là ? Parce qu'en fait, vous nous montrez que c'est inefficace et que déjà la redistribution est extrêmement importante. Et pourtant, beaucoup de personnes, je pense de bonne foi, peut-être, alors soit ne sont pas conscients, ce que vous nous avez suggéré avec assez de finesse, Olivier Babot, c'est que la richesse peut commencer à 3 700 € par mois, c'est-à-dire impacter directement les classes moyennes, soit qu'il y a une idéologie française très particulière sur ces questions. Il y a un réflexe pavlovien en France où dès qu'on a un problème, il faut taxer les riches. Un pangolin mal digéré en Chine qui provoque une pandémie mondiale, la réponse en France, c'est mais rétablissons l'ISF, comme si ça allait changer quoi que ce soit à la situation du pays. On rétablirait l'ISF, on gagnerait 2,5 milliards d'euros en plus par an. On a 250 milliards de déficit cette année. C'est 1% de l'équation. Donc ça ne changera absolument rien. Simplement, ça fera fuir les grandes fortunes qui commencent enfin à revenir. Et avec eux, des recettes fiscales. La France est le pays qui illustre le mieux ce qu'on appelle la courbe de l'affaire en économie, qui est quelque chose de très simple. Expliquez-nous. Qui veut dire que trop d'impôts tue l'impôt. Cette réforme de la fiscalité du capital, qui en 2017 a collé sur le dos d'Emmanuel Macron l'étiquette de président des riches. Oui. Elle a en fait, en baissant la fiscalité sur capital, elle a permis de ramener davantage de recettes. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont payé des dividendes enfin. Or, les dividendes, maintenant, ils sont taxés à 30%. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 quand François Hollande a fait la réforme inverse, c'est-à-dire de taxer à l'impôt sur le revenu les dividendes ? Les entreprises ont arrêté de verser des dividendes, et notamment les patrons d'entreprises qui détiennent leur entreprise, qui se faisaient payer par dividendes. Il y a une étude qui est sortie très intéressante de France Stratégie la semaine dernière, qui a indiqué que ces dividendes, on les a pas retrouvés dans le résultat net de l'entreprise ou dans l'investissement, c'est passé dans les consommations intermédiaires. C'est un terme un peu poli pour dire que... Pour faire simple, plutôt que se payer en dividendes, le patron d'entreprise, il s'est acheté une grosse voiture aux frais de l'entreprise et là-dessus, il n'a payé aucun impôt. C'est complètement pervers. En augmentant les impôts en 2013, l'État a perdu plusieurs centaines de millions d'euros de recettes fiscales et en baissant les impôts en 2018, l'État a gagné plusieurs centaines de millions de recettes fiscales. Trop d'impôts tue l'impôt. Donc vous corroborez par ailleurs, excusez-moi, ce que nous disait il y a quelques instants Agnès Verdier-Molinier, si je comprends bien votre démonstration, qui est que ceux qui payent des impôts aujourd'hui et les gens qui ont de l'argent et qui gagnent de l'argent, ce sont eux qui font tenir le système social ? Ça c'est très clair, on le voit sur les chiffres de l'impôt sur le revenu effectivement, où 10% des plus aisés payent 70% de l'impôt sur le revenu. Ce sont aussi eux qui consomment le plus, donc tous les taxes indirectes, TVA et consorts, c'est également là que sont les recettes fiscales. Il y a deux fausses idées à tuer dans un débat, une question qu'on a beaucoup entendue pendant la crise des Gilets jaunes notamment. C'est que d'un côté, les riches ne paieraient pas d'impôts et que de l'autre, les pauvres n'en payent pas non plus. Ces deux idées sont fausses. Les pauvres payent l'impôt. Il y a deux impôts sur le revenu en France. C'est l'impôt sur le revenu. C'est vrai qu'un ménage, plus d'un ménage sur deux ne le paye pas. Mais il y a aussi la CSG. La CSG, absolument tout le monde la paye sur ses revenus. Donc tout le monde a un impôt sur le revenu de 8%.
Il faut bien marquer cette idée, plus la TVA, mais qui n'est pas sur le revenu, qui est sur la consommation. De l'autre, les riches ne payent pas d'impôts. Je vous fais un exemple, une démonstration très rapide. Vous prenez deux personnes, l'une gagne 2 000 euros par mois, l'autre gagne 10 fois plus. 20 000 euros par mois, c'est le riche. À 2 000 euros par mois, on paye 1 700 euros d'impôt sur le revenu, à peu près, par an. Celui qui gagne 10 fois plus pourrait payer 10 fois plus d'impôt sur le revenu, 17 000 euros. Il ne paye pas 17 000 euros par an, il paye 80 000 euros d'impôt par an. Donc on voit bien que la progressivité de l'impôt sur le revenu est déjà très importante. Est extrêmement importante en France. Mais en fait, je trouve que tout le débat qu'on a depuis la sortie de cette note de France Stratégie est complètement à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas regardé l'impôt que paient les 10%, les 0,1%, les 0,01% en milliards. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir s'il y a eu des augmentations de dividendes. C'était évident qu'il y en aurait. On est en train de faire des choux gras de quelque chose qui était évident. Voilà. On est revenu au niveau d'avant. Il y avait 20 milliards avant la réforme. Il y a renouveau 20 milliards après. La question, c'est est-ce que vraiment les impôts de ces personnes-là ont baissé au total ? Mais moi, je ne crois pas. Et je pense qu'on en aura la preuve qu'après, malheureusement, quand tout le monde aura oublié le débat d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu aussi le prélèvement à la source entre-temps. Le prélèvement à la source qui taxe les revenus en temps réel. Oui. Et nous, à la Fondation IFRAP, on a fait une étude là-dessus. 1 milliard de plus pour les 10%. 1 milliard de plus d'impôts. Et puis, il y a eu une augmentation de CSG. Là aussi, le rapport de France Stratégie le dit, plus d'1 milliard aussi de recettes, etc., etc. Les personnes en question, on ne leur a pas supprimé la taxe d'habitation, les taxes foncières augmentent. Bon, et donc, qu'est-ce qu'on verrait si on était vraiment sur la question de quel impôt payent ces gens-là en ce moment ? Eh bien, on verrait qu'en fait, c'est toujours eux qui payent plus que les autres, que chez eux, l'impôt n'a pas baissé alors qu'ailleurs, il est en train de baisser, parce qu'il y a la taxe d'habitation qui est supprimée, parce qu'il y a la baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu, etc., etc. Donc, en fait, on est dans une situation où on ne commente pas les bons chiffres et où on oublie aussi de regarder les pages du rapport de France Stratégie qui disent qu'on est toujours les plus imposés sur les revenus du capital, que par exemple sur les revenus fonciers, on peut aller jusqu'à 100% d'imposition. C'est inadmissible d'avoir un pays qui impose autant les revenus de l'immobilier. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Pour dissuader ? Pour empêcher les gens de devenir propriétaires ? Pour empêcher de pouvoir faire un bas de laine pour la retraite alors qu'on sait très bien que le taux de remplacement à la retraite vont chuter ? Et que ceux d'aujourd'hui qui essaient de racheter un petit appart et tout pour le louer, eh ben c'est peut-être aussi pour pas être dans la misère demain quand ils auront une retraite toute pourrie que pourra leur passer l'État et qu'on aura mal géré. Donc il y a vraiment un moment où il faut remettre les choses en perspective. Il me reste 2 minutes. On a un gouvernement qui nous dit quasiment tous les jours et à tous les étages, nous n'augmenterons pas les impôts. Bon, est-ce que vous leur faites confiance ? Et vous avez une petite minute pour me répondre. Et malheureusement, les hommes politiques passent et derrière, l'État profond, dont on sait qu'il dirige réellement la France, en fait, prend les décisions et arrive... Qu'est-ce que vous appelez l'État profond ? L'État profond, c'est la fonction publique, la haute fonction publique qui, en fait, dirige et prend les décisions en dessous de ministres qui restent quelques mois et qui passent. En réalité, on l'a bien vu, on parlait tout à l'heure de les objectifs de fin des déficits, ils s'éloignent exactement comme les oasis dans le désert. Je veux dire, plus on en approche, plus ça s'en éloigne, ça devient une sorte de blague, en fait, c'est un running gag, en fait, à chaque fois, c'est non, finalement, ça va être plus tard, et puis il s'est passé tel truc, puis il y a eu un pangolin, etc. En réalité, à la fin, malheureusement, c'est toujours les impôts qui vont gagner d'une façon ou d'une autre, parce qu'il n'y a pas d'autre façon, réellement, en fait, de financer l'État, parce qu'on a cru que l'État, c'était quelqu'un d'autre que nous, mais non, malheureusement. Vous savez, la fameuse fiction par laquelle chacun pense qu'il va pouvoir vivre dépend de tous les autres, mais malheureusement, tous les autres, c'est à un moment donné, nous aussi. Mais c'est grave. C'est grave parce que demain, n'importe quel populiste peut annoncer qu'il va augmenter les impôts, qu'il va résoudre le problème. Ou que les transports sont gratuits. Alors qu'en réalité, c'est faux. Oui. Et qu'on aura plus de pauvreté. C'est pour ça que je dis qu'il faut finalement compter plus sur les riches pour financer les entreprises, financer les emplois de demain, que sur l'État. Et ce sera la dernière intervention de cette émission. Merci infiniment les uns et les autres d'y avoir participé. Tout de suite, vous retrouvez Isabelle Moreau et toute l'équipe du MAG qui reçoivent ce soir la chanteuse Dany pour son dernier album Horizon Doré. Je ne sais pas si c'est exactement ce dont nous avons parlé ce soir. Elle sera en concert au Bataclan le 10 décembre et en tournée dans toute la France. Enfin, si le coronavirus le permet, dois-je évidemment ajouter. Bonne soirée à tous et à demain.